Je vous reconnais. Vous êtes le médium. Mythe et complot avec Christian Page. Donnez vos mains. En fait, je n'exerce plus. Avant, je travaillais comme médium. Tu as le devoir de le faire. Tu as un don. C'est une malédiction, c'est pas un don. Au-delà. J'ai peur. Christian Page, bonjour. Salut Benoît. Bon, c'est quoi ça encore? Ben, c'est un film, c'est le tout dernier film de Clint Eastwood. Et là, évidemment, ce n'est pas un western, même si on l'a bien connu, Clint Eastwood, pour le début dans les westerns spaghetti. Mais bon, on le sait maintenant, lorsqu'il est passé derrière la caméra, il fait de nombreux films qui posent des questions, des questionnements. Et ce film, Au-delà, Hereafter en anglais, ce film se veut un questionnement sur la survie. En fait, la survie sous toutes ses formes, parce que dans le film présente en fait 3 personnes avec des destins différents, mais qui vont tous être confrontés à la mort. Dans un premier temps, on a Matt Damon, qui joue le rôle d'un médium, donc un individu qui, depuis son enfance, a le don de pouvoir communiquer avec les défunts. Et évidemment, pour lui, ce don est presque perçu comme une malédiction, parce que tous les gens qu'il côtoie ne cherchent finalement qu'à rétablir ce contact avec les êtres aimés. Et évidemment, à côtoyer la mort, c'est pas toujours jojo au quotidien. Et évidemment, on comprend que Matt Damon essaie de se débarrasser finalement de ce cauchemar dans lequel il se trouve plongé depuis son enfance. Donc ça, c'est assez intéressant, cette vision, parce qu'on essaie de comprendre. Et Clint Eastwood a eu la décence de nous montrer que dans ce milieu-là, il y a beaucoup de fraudeurs. Parce que bon, on voit des gens qui tentent de rencontrer des médiums, et on voit évidemment tout la quincaillerie, tous les artefacts utilisés par ces supposés médiums qui ne sont finalement que des escrocs. Mais dans le cas de ce personnage interprété par Matt Damon, le rôle est très sérieux. En fait, son pouvoir semble réel. Ensuite, on a Mary, une comédienne, Cécile de France, qui joue le rôle d'une journaliste à la télévision française, Mary Lemay, et elle va vivre une expérience de mort imminente. Donc, elle est avec son conjoint, elle se trouve en Indonésie, il y a un tsunami, et là, elle est emportée par la vague, et bon, évidemment, les décès dans ce genre d'affaires de tsunami, ce ne sont pas, contrairement à ce que les gens pensent, les gens ne meurent pas noyés, mais ils meurent suite à un impact avec d'autres objets. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc, cette jeune femme est entraînée dans la vague, elle va percuter des bouts de bois, une voiture, et là, finalement, elle va vivre cette expérience de mort imminente, qui est le sujet de notre chronique d'aujourd'hui, mais je vais en revenir. Donc, on a cette notion de vision de la mort, l'expérience de la mort. Et enfin, on a un petit garçon, un jeune adolescent, en fait préadolescent, dont le frère jumeau décède dans un accident malheureux. Et comme il était très très proche de son frère, il refuse d'accepter la mort de son frère, et il va tenter par tous les moyens de rétablir un contact avec ce frère perdu. Donc, le film n'apporte pas de réponse sur l'au-delà, s'il existe une survie après la mort, mais il nous place dans le parcours d'individus qui se questionnent sur des expériences qui sont troublantes et qui les amènent à réfléchir sur la possibilité d'une survie. Ce qui m'a frappé dans ce film, c'est qu'après la sortie, après le film, donc je me retrouve avec des amis, on discute, et ce qui me frappe avec l'idée de cette survie, contrairement à tous les autres phénomènes paranormaux. Tu sais, Benoît, ça fait 35 ans que je suis dans le milieu. Donc, le paranormal fait partie de mon quotidien. J'en parle souvent. Tu es un peu paranormal oui, toi-même. Oui, sûrement. Et quand on en parle avec les gens, tu sais, lorsqu'on aborde des sujets comme, par exemple, les ovnis ou les monstres lacustres, les monstres lacustres, les monstres de lac. Ah, OK. Bon. Ouais, je sais. Et lorsqu'on aborde ces autres sujets, le scepticisme des gens, qui est tout à fait légitime, le scepticisme s'exprime avec un certain je m'en foutisme, ou avec un certain humour. Ah oui, les petits bonhommes verts. Ah oui, le monstre de lac, le ver l'a mangé. Bon, tu vois un peu le genre. Ça s'exprime assez légèrement. Mais dès qu'on aborde les questions de la survie, que ce soit les expériences de mort imminente, que ce soit l'au-delà, que ce soit même la réincarnation, alors là, il y a une certaine hostilité que j'arrive mal à m'expliquer parce que, bon, c'est une question, c'est un questionnement que tous et chacun va avoir à se poser lorsque va arriver le moment ultime. Y a-t-il quelque chose après, ou est-ce qu'on tire simplement à la plug et la lumière s'éteint? En fait, ce qui me frappe également, ce sont les arguments que les gens présentent, soit pour ou contre. Et dans bien des cas, les arguments sont des vieux arguments éculés qui datent des années 50 ou 60, à une époque où on a commencé à prendre conscience
conscience de ces phénomènes de mort imminente, hein, parce que bon, avant les années 60, le phénomène était à peu près méconnu. Même si c'est un phénomène qui est très ancien, je vais en parler, mais ce n'est de façon, disons, médiatique à partir des années 60 qu'on a commencé à parler de ce sujet-là. Et déjà à l'époque, des groupements, il y a eu une levée de bouclier, comme c'est souvent le cas lorsqu'il arrive des idées nouvelles, et des arguments ont été proposés pour expliquer ce genre d'expérience. Et souvent, c'est encore ces arguments-là qu'on nous présente aujourd'hui pour dire tout ça est de la foutaise, voici pourquoi. Et quels sont-ils? Oui, les arguments, en fait, c'est, on nous dit, le corps, au moment du décès, il y a un phénomène qu'on appelle l'anoxie. Donc, à partir du moment où le cœur cesse de battre, le cerveau est moins oxygéné, donc il y a un phénomène d'anoxie qui se produit, et le manque d'oxygène au cerveau provoquerait un phénomène hallucinatoire, et ce serait ces fameuses visions de l'au-delà. Ouais. Ça, c'est un premier argument. L'autre argument, évidemment, c'est le cocktail pharmacologique. On le sait, lorsque l'on décède d'un accident ou on décède à l'hôpital, il y a une sorte d'acharnement à ramener l'individu. Il va y avoir des prises de médicaments, des injections qui sont faites, et certaines de ces injections contiennent des drogues qu'on dit psychotropes, qui peuvent entraîner chez le sujet des visions, des hallucinations qui n'ont peut-être rien à voir avec l'au-delà. Donc, ce sont les deux grands arguments. Donc, t'es stone, donc tu T'es stone, donc tu vois des affaires, okay. Et t'as pas besoin d'être pour ça. Et donc ça, c'est souvent des arguments qu'on a rapprochés, et c'est vrai que ça tenait la route dans les années 50-60, mais il y a des nouvelles recherches qui ont été menées et qui viennent mettre un bémol là-dessus. L'autre argument aussi que les gens portent souvent, c'est « j'ai vécu une expérience de mort imminente, je n'ai rien vu, donc il n'y a rien après ». Hein? Et ça, il faut faire attention parce que moi, personnellement, je suis du genre à rarement me rappeler de mes rêves. Mais pourtant, ça ne veut pas dire que je ne rêve pas. Donc, les gens qui ont vécu une mort clinique et qui ne gardent pas un souvenir d'une expérience ne veut pas dire que cette expérience-là n'a pas été vécue. Elle veut simplement dire qu'on n'en garde aucun souvenir. Donc ça, dans un premier temps, on va revenir là-dessus sur ces arguments-là. Tu vois, dans le cas des expériences de mort imminente, ce n'est pas un phénomène récent, et ce n'est pas non plus un phénomène si exceptionnel que ça. Des statistiques montrent qu'il y a uniquement aux États-Unis, on a des chiffres uniquement pour les États-Unis, qu'il y a entre 8 millions et 10 millions d'Américains qui auraient vécu une expérience de mort imminente. Donc, c'est quand même beaucoup. On parle... mais depuis tantôt, Christian, là, tu parles de mort imminente. Ça veut dire quoi? Tu crèves puis tu reviens à la vie? Tu me prends de vitesse, mon Benoît. Ah, excuse-moi. Bon, ben, excuse-moi. Non, c'est parce que c'est le sujet de la chronique. C'est le sujet. Donc, on a de 30 à 40% des gens, au moment où ils décèdent, qu'ils vivent une expérience dite de mort imminente. Qu'est-ce que c'est que cette expérience? Ce sont une série de visions. Hein? On peut les cataloguer en différentes étapes. La première vision, donc au moment où le décès se produit, on parle ici d'un décès clinique. Hein? Donc la première étape, les gens disent se sentir bien. Et après cette première étape du « je me sens bien dans mon corps, même malgré mon état pathologique », il y a l'étape 2. J'ai l'impression de sortir de mon corps et je peux voir mon environnement. Donc le sujet dit se voir sur le lit d'hôpital, par exemple, voir des médecins autour, qui est une sorte d'acharnement thérapeutique pour le ramener. Donc, et même dans certains cas, le sujet va prétendre avoir entendu des conversations qui se tenaient dans une pièce attenante, avoir vu des événements qui se produisaient dans d'autres chambres ou même à l'extérieur de l'hôpital où il se trouve. Ensuite, après cette courte étape, il y a le passage vers l'au-delà. Donc, c'est le fameux tunnel qu'on imagine, mais qui ne se produit finalement que dans 30% des expériences. Pour beaucoup de gens, on passe de l'étape où je flotte au-dessus de mon corps à l'au-delà sans passer par le tunnel. Donc, le tunnel n'est pas forcément une caractéristique principale de l'expérience. C'est une vieille technologie. Ouais, c'est ça. On prend plus le métro pour... On prend le tunnel, donc dans certains cas, il y a le passage. Mais c'est sûr qu'il y a un passage. Il y a le moment où le sujet quitte la pièce, donc l'environnement réel, pour passer dans l'au-delà, entre guillemets. Dans cet au-delà, il va être accueilli par des gens qui sont soit des êtres de lumière, qui sont décrits comme des êtres de lumière, ou soit des gens qu'il a connus de son vivant, donc des défunts qui se trouvent là, qui l'accueillent. Ce qui est très important ici pour les expérienceurs, c'est le nom que l'on donne à ces gens qui vivent l'expérience, on dit que au moment où on arrive de l'autre côté, il y a un sentiment d'amour ultime qui est là, une sorte de compréhension, de savoir universel, un amour indéfectible qui nous entoure. Et là, au moment où on se trouve de l'autre côté, il y a des conversations, des échanges avec soit les êtres de lumière ou soit les défunts. Et il y a à ce moment-là le fameux flashback. C'est à ce moment-là que les gens disent voir leur vie défiler là, en flashback rapidement. Et puis il y a le moment de l'étape où
le sujet est confronté au choix de je reste ou je quitte. Et au moment où il accepte de retourner, alors il y a le mouvement inverse, il a l'impression d'être attiré vers l'arrière comme par une balayeuse, si on peut dire, et il retrouve son corps. Caractéristique, au moment où il retrouve son corps, tous les sujets disent « j'avais l'impression que mon corps était plus petit que mon âme. Hein? Donc, ils ont l'impression, c'est un peu comme enfiler une combinaison qui serait plus petite. Et à ce moment-là, le sujet retrouve son état pathologique, c'est-à-dire la souffrance, la blessure, etc., qui se retrouve à l'hôpital. Donc ça, grosso modo, c'est l'expérience de mort imminente. Encore une fois, comme je le dis, dans 97% des cas, l'expérience, elle est gratifiante, elle est fantastique. Il y a quand même un 3% de gens qui disent avoir vécu une mauvaise expérience. Donc, au lieu de voir des êtres de lumière, ils voient des créatures enflammées, brûlantes. Fonctionnaires du ministère du Revenu. C'est possible. Ouais. Donc, on a un 3% d'expérience négative par rapport au NDE. Ensuite, 8 à 10 millions d'Américains auraient vécu ça, donc on parle de 30 à 40% des gens qui ont... Évidemment, ce sont des gens qui sont revenus pour en parler. Pour en parler. OK. Donc, à ce moment-là, on peut colliger leur témoignage et tu comprends que dans les étapes que je t'ai racontées, une seule de ces étapes-là peut être documentée, c'est l'étape numéro 2, c'est-à-dire au moment où le sujet dit « je suis hors de mon corps et je vois ce qui se passe dans l'environnement ». Donc, s'il peut voir ce qui se passe dans l'environnement, on pourrait essayer de documenter les conversations qui se sont tenues dans une pièce voisine et autres, mais tout le reste, évidemment, sur le plan scientifique, on n'a pas de prise sur la notion de l'au-delà. Donc, maintenant, ça, c'est l'expérience de NDE. C'est une expérience qui est connue depuis toujours. Hein. On a des récits du 3e, 4e siècle d'un soldat romain, par exemple, qui raconte sa mort et comment il a flotté pendant un certain temps au-dessus des champs de bataille et il pouvait voir ses collègues trucidés sur le champ avant de revenir dans son camp. Et on a également des œuvres iconographiques du milieu du Moyen-Âge où on voit, par exemple, des longs tunnels de lumière. Je pense, par exemple, à une peinture de Jérôme Bosch où on voit un long tunnel de lumière avec des créatures à l'intérieur. Donc, on voit que c'est un phénomène qui est bien connu des gens, qui existe depuis toujours. C'est crédible? Voilà. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que c'est crédible? Qu'est-ce que c'est? Je vais pas être en avance. Non, mais c'est encore une fois, t'es trop vite, Benoît. T'es vraiment trop vite. Donc, la question, c'est est-ce que c'est crédible? Quelles sont les recherches qui ont été faites autour de ça? Oui. Donc, est-ce qu'on peut documenter l'expérience? Dans un premier temps, il faut faire un petit aparté ici. Qu'est-ce que la mort? Oh, là, on est sérieux, puis on arrive juste après l'Halloween. Hein? Écoute, donc, oublie pas, on finit à 3 heures. Hein? Donc, qu'est-ce que c'est que la mort? Il faut bien s'entendre que la mort est un protocole. Hein? Il y a un siècle, un arrêt cardiaque était la mort. Oui. Dans les années 50, un encéphalogramme plat, un tracé plat d'un encéphalogramme était considéré comme la mort. Aujourd'hui, les médecins s'entendent pour dire que l'absence de réaction à la rétine de l'œil est probablement le signe de la mort cérébrale. Si tu as signé ta carte de don d'organes et tu arrives à cette étape-là, c'est à ce moment-là qu'on va prélever tes organes. Donc, on s'entend là-dessus. Est-ce qu'on peut documenter à quel moment l'expérience se produit? Malheureusement, non. On ne sait pas à quel moment que le voyage se fait. Est-ce qu'il se fait quand l'encéphalogramme est plat? Est-ce qu'il se fait immédiatement après l'arrêt cardiaque? Est-ce qu'il se fait quand il n'y a plus l'absence de réaction à la rétine de l'œil? J'espère que ça se fait quand tu as enlevé tous mes organes. Ouais. Donc, et à partir de là, ça devient difficile. Et comme le récit de ces voyageurs est colligé souvent des semaines après l'expérience, il est bien difficile de dire, ah oui, tu as vécu ça il y a 3 semaines, 1 mois. Je vais essayer de retracer le contenu d'une conversation qu'une infirmière, par exemple, aurait pu avoir dans le bloc opératoire. Donc, ça devient excessivement difficile à documenter, quoique, depuis une trentaine d'années qu'on s'intéresse de façon très assidue au phénomène des NDE, on a pu documenter certains de ces sujets-là, certaines de ces conversations, de ces visions-là. Donc, si dans certains cas, ça semble prouver l'acuité de la sortie hors corps, dans d'autres cas, par exemple, je pense à une expérience qui a été menée au Kentucky, où on avait placé sur des objets qui ne pouvaient être vus que du plafond, par-dessus, par exemple, une armoire, on avait placé des lettres ou des dessins, et on avait demandé aux gens qui disaient avoir vécu une expérience, qu'est-ce que tu as vu? Et invariablement, cette personne-là aurait dû dire, ben, il y a un gros dessin d'une théière sur une d'une de vos armoires. Ça ne s'est pas produit. Ah. Donc, tu vois ici, on a toujours un talon d'Achille. Ça ne veut pas dire que l'expérience n'est pas vraie, parce que dans certains cas, on a pu la documenter de façon certaine, mais dans d'autres cas, l'expérience semble avoir été beaucoup plus imaginaire que réelle. Puis on s'arrête un instant, on est avec Christian Page.
Mythes et complots avec Christian Page. Christian Page, on parle d'expériences de mort imminente. Où en sommes-nous? Oui, en fait, il est très important aussi de rappeler que dans le cas des morts imminentes, les recherches montrent très clairement que quelle que soit notre religion, quelle que soit notre culture, quelles que soient nos croyances, l'expérience, elle, n'est pas affectée par ça. L'interprétation que les gens feront, par exemple, les musulmans diront, de l'autre côté, j'ai vu des êtres de lumière, ça devait être Mahomet, par exemple. Mm-hmm. D'autres vont interpréter ça comme étant des anges ou le Christ. Le lexique change, mais l'expérience, elle, reste la même. Mm-hmm. Même pour les enfants, hein, le discours entre un enfant et un vieillard, par exemple, l'expérience reste la même. Les enfants vont utiliser des mots plus infantiles pour décrire ce qu'ils ont observé. Le vieillard, évidemment, des termes plus précis. Ce qui est assez amusant, de l'autre côté, il y a souvent des sensations de couleurs. On a fait l'expérience, on a questionné des aveugles, par exemple, pour voir si eux avaient vu des lumières, des couleurs, pardon. Et ces gens-là parlaient effectivement qu'ils avaient vu, et évidemment, on ne pouvait pas parler de couleurs, mais parlaient de teintes, de nuances. Donc, on voit que l'expérience, quel que soit notre état physique, notre religion, notre croyance, notre sexe, l'expérience ne change pas. Elle est commune à tous les gens qui vivent ce type d'expérience. Ce qui est rapporté. Évidemment, ce qui est rapporté. Maintenant, l'expérience, tu m'as posé la question, est-ce qu'on a des preuves? Et je t'ai expliqué que pendant des années, on avait surtout proposé des endorphines à l'intérieur du cerveau qui étaient sécrétées au moment de l'état traumatique du corps, parce que le corps, évidemment, c'est comme une sorte de système de défense. Hein. Lorsque le corps reconnaît qu'il est dans un état de trauma, il va produire des endorphines pour rendre plus acceptable le traumatisme de la mort. Et là, évidemment, il peut y avoir des hallucinations. Le cocktail pharmacologique dont on a parlé et le phénomène d'anoxie, donc le manque d'oxygène au cerveau. Mm-hmm. En 2001, 2 scientifiques britanniques, les docteurs Parnia et Fenwick, ont mené une recherche autour de 65 sujets à peu près qui avaient, dans des cas hospitaliers, vécu des cas de mort imminente, donc des morts cliniques. Et même dans certains de ces cas-là, il y avait eu absence, dans le cas de 4 individus, il y a eu absence de réaction à la rétine de l'œil. Donc vraiment, ce que l'on dit dans le protocole médical, la mort cérébrale, mort clinique de l'individu. Et comme ces cas-là avaient tous été documentés de la même façon, c'est-à-dire que les sujets n'avaient jamais manqué d'oxygène, même au moment du décès, ils étaient alimentés par des poumons artificiels, et également au moment de leur décès, ils avaient reçu le même dosage, le même cocktail pharmacologique pour les ranimer en suivant le protocole médical. Donc, on aurait dû s'attendre à ce qu'il, s'il s'agissait d'une hallucination due aux médicaments, tout le monde aurait vécu l'expérience. Et s'il s'agissait d'un manque d'oxygène, bien évidemment, c'est caduque, puisque ces gens-là étaient alimentés avec un poumon artificiel. Et dans ces cas-là, les docteurs Parnia et Fenwick ont remarqué un très grand nombre. Ils ont remarqué sur les 60 quelques sujets, il y en avait une vingtaine à peu près qui avaient vécu une expérience d'NDE. Et dans ces cas-là, les expériences ont été identiques. Et dans le cas, ce qui est très intéressant, c'est que dans le cas où les sujets avaient atteint une absence de réaction à la rétine de l'œil, j'ai rencontré, moi, à Londres, le docteur Parnia. Et on a longuement abordé cette question-là, et je lui ai posé, oui, mais est-ce que les images ne peuvent pas être générées à l'intérieur du cerveau? Tu sais que pour moi, le rasoir d'Occam est un peu ma façon d'agir. Hein? L'explication la plus simple est souvent la meilleure. Mm-hmm. Hein? L'explication surnaturelle, je ne la retiens toujours qu'en dernier sur ma liste. Ouais. Et quand j'ai rencontré Parnia, je lui ai pas caché mon scepticisme par rapport à l'idée de la vision de l'au-delà. Et Parnia m'a bien spécifié qu'il n'est pas de leur intention de dire que ces visions sont des visions de l'au-delà. C'est plutôt d'essayer de comprendre qu'est-ce qui les génère. Et Parnia me disait, dans le cas où les gens ont atteint cette absence de réaction à la rétine de l'œil, il me faisait l'analogie avec un magnétoscope, un bon magnétoscope. Il me dit, tu sais, lorsque l'on débranche un magnétoscope, et que l'électricité revient ou il y a une panne de courant qui dure quelques secondes, généralement, le magnétoscope va garder sa mémoire interne. Hein? Donc, il va retrouver sa programmation et, sans problème, il va poursuivre. Mais si on débranche ou il y a une panne de courant qui perdure pendant des heures, nul doute que tu devras reprogrammer ton magnétoscope. Mm-hmm. Le cerveau est un peu de cette façon-là. Il me dit, lorsqu'on arrive à l'état de l'absence de réaction à la rétine de l'œil, le cerveau efface non seulement il ne peut plus générer des images, il ne peut plus en conserver, il se met à effacer la bande mémoire. Tant et si bien que des sujets qui ont atteint ce niveau, qui ont fait cette expérience de la mort, ces gens-là, lorsqu'ils reviennent à la vie, généralement ne se rappellent plus qui ils sont. Ils doivent passer à travers une longue étape de réhabilitation, réapprendre à parler, réapprendre à reconnaître des gens autour d'eux, leurs femmes, leurs enfants, réapprendre à parler, réapprendre à manger, même à marcher.
et pourtant, ils ont cet incroyable souvenir d'une expérience au-delà de la mort. Et ça, on ne peut pas l'expliquer d'aucune façon. Encore une fois, ça ne veut pas dire que l'expérience de la mort ou que ces visions sont celles de l'au-delà, mais on n'a pas d'explication rationnelle à fournir pourquoi ces images sont générées. Est-ce que c'est la conscience? Est-ce que la conscience peut vivre en dehors du corps physique? Et avant de terminer, Benoît, parlons de l'expérienceur eux-mêmes. Non, mais est-ce qu'on a moins d'explications aujourd'hui à propos de ces phénomènes-là qu'on en avait il y a 5 ans? Absolument. C'est-à-dire que les travaux de Parnia et Fenwick, en 2001, viennent jeter un pavé dans la mort aux explications rationnelles. Okay. On ne sait pas ce qui génère ça. Mais c'est faut pas dire, la drogue, c'est pas les croyances, c'est pas l'absence d'oxygène. Non. Peut-être que dans certains cas, ces explications-là sont valables, mais elles n'expliquent pas tout. Ce n'est pas une clé qui ouvre toutes les serrures. Et ce sont ces portes qui résistent, ces serrures qui refusent de s'ouvrir, que Parnia et Fenwick interrogent. Mais le phénomène reste réel. Absolument bien réel. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Okay. Mais pour les gens qui vivent, tu sais, là, on est là, on parle de ce débat entre les médecins et la science. Mais pour les gens qui vivent l'expérienceur, tout ce débat-là n'a aucun intérêt. Parce que moi, je le sais, j'en ai rencontré de ces gens-là. J'ai même un ami à moi qui a vécu cette expérience-là de mort imminente. Et pour eux, toute cette expérience-là, elle est vécue de l'intérieur. Ça n'a pas d'importance que ce soit une vision de l'au-delà, que ce soit une vision créée par le cerveau. Ces gens-là, lorsqu'ils ont vécu l'expérience, tout ça a un impact considérable sur leur vie. Leur vision de la mort est différente, leur vision de la vie est différente. Même dans certains, pour eux, ce n'est pas une expérience de mort imminente, mais c'est une expérience de vie imminente. Tout ça a un impact considérable. Ils ne voient plus le monde comme ils le voyaient avant, les questions d'argent, souvent des préoccupations qui, pour nous, sont très importantes, pour eux, deviennent maintenant complètement anodines. Il y a une sorte d'amour général qui se développe de ces gens-là, une empathie pour l'autre, et c'est là que l'expérience de la mort imminente prend tout son sens. Et on doit regarder l'impact qu'elle a sur l'expérienceur, sans perdre de vue qu'est-ce qui peut la générer, mais il ne faut pas non plus en faire une sorte de séparation, une dichotomie entre la réalité de l'expérience, ses explications possibles, et ce que vit l'expérienceur. Le coma, ça rentre pas là-dedans. Le coma n'est pas là-dedans, parce que dans le cas d'un coma, le corps n'est pas mort. Hein? Il y a une absence de réaction, c'est-à-dire qu'il y a quelque part où la communication entre le cerveau et le physique ne se fait plus, mais le cerveau est toujours vivant. Et dans ces cas-là, les docteurs Parnia et Fenwick ont à peu près éliminé des cas semblables. Ce sont vraiment des cas pour lesquels on avait une acquisition, on avait acquis la certitude que le cerveau ne pouvait plus générer d'images. Et lorsqu'on retrouve ces récits-là à partir de ces individus qui étaient vraiment en mort clinique presque absolue, alors là, évidemment, la question se pose. En as-tu rencontré, toi, des gens qui prétendent oui, j'en ai rencontré. Gilles Bédard, qui est bien connu, qui s'intéresse beaucoup à la musique, parce que dans le cas de Gilles, lorsqu'il était de l'autre côté, il me faisait cette petite anecdote. Il me dit, j'ai entendu de la musique. Et lorsque je suis revenu, j'étais obsédé par l'idée de cette musique. Mais là, on était au moment où il vit son expérience, c'est le début des années 70. Et là, il me dit, j'ai essayé de retrouver une sonorité semblable. Et puis, à un moment donné, il est tombé sur un album de Tangerine Dream. Je sais pas si tu te rappelles de Tangerine Dream, on a fumé du bon stock là-dessus dans les années 70. Il me dit, Tangerine Dream, c'était proche de ça. C'était pas encore ça, mais c'était proche de ça. Et puis, à un moment donné, il a rencontré un artiste, Steve Roach, qui a lui-même vécu une expérience de mort imminente, qui est un musicien et qui maintenant commercialise des albums de musique un peu nouvel âge avec cette sonorité. Et là, Gilles a retrouvé cette sonorité qu'il avait entendue de l'autre côté. Pour lui, sa vie d'avant et sa vie d'aujourd'hui, c'est un monde entre les deux. Il organise de façon occasionnelle des séminaires ici à Montréal où des gens qui ont vécu des expériences de mort imminente peuvent se donner rendez-vous, échanger autour de leur expérience, parce que c'est difficile pour ces gens-là de communiquer la profondeur de l'expérience. C'est presque une expérience mystique, ces expériences de mort imminente, et c'est difficile de communiquer ça avec son voisin. Ce que j'arrive toujours pas à m'expliquer, c'est pourquoi, lorsque l'on parle de l'idée d'une survie de l'âme, ou même cette préoccupation de dire, y a-t-il quelque chose après la mort? Je m'explique mal l'hostilité que certains développent par rapport à cette... C'est l'âme ou c'est le cerveau qui fait fonctionner la patente? Mais on se doit de se questionner quand même. Merci Christian Page, merci à Larry, à François et à Maryse. Merci à vous d'avoir été là aujourd'hui et on refait ça demain dès midi. Au revoir.